Bienvenue à Santa Manza, le repère des méga yachts au sud-est de la Corse. Imaginez un peu, vous gagnez au loto, vous achetez un yacht de 26 mètres et vous venez ici boire du champagne tout le reste de votre vie au coucher de soleil, en arrachant des kilomètres carrés de Posidonie. De Posido quoi ? On va vous expliquer, mais pour ça, il faut remonter un peu dans le temps. En partant de Calvi, nous avons fait escale à Starezo, une base de recherche digne de James Bond, camouflée dans les rochers. Bienvenue, c'est chouette que vous soyez là. Je m'appelle Lovina Fulgrave. Je travaille à Starezo depuis maintenant 4 ans. La station a été créée en 1972, donc on est un institut de recherche. On traite à peu près toutes les thématiques relatives au milieu de la mer, tous les écosystèmes, également l'interaction avec les pressions anthropiques, avec les activités humaines, mais également comment on supporte les écosystèmes, leurs processus, etc. Donc je vais vous faire un petit tour de la station et puis après on embarquera à bateau. La station va avoir vocation d'être une plateforme d'accès privilégié à la mer et donc va pouvoir accueillir plein de chercheurs, d'étudiants du monde entier qui viennent réaliser leurs expérimentations, leurs recherches, leurs études, leurs stages ici. Il y en a qui nous disent parfois on va à Hawaï, parfois on va chez vous, donc c'est pas mal à savoir. Il y a tout le matériel de plongée, etc., les bateaux et tout. Donc il y a juste à mettre son bateau, tu sautes à l'eau et tu peux directement regarder tes échantillons, les résultats, et ça c'est assez rare et formidable. La Posidonie, c'est une plante marine, composée comme une plante terrestre, de racines, de tiges, de feuilles. Elle produit même des fleurs et des fruits. Et ce n'est pas une algue, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mais bien une plante marine. C'est une plante emblématique et endémique de Méditerranée. C'est une espèce qui est protégée, qu'il est interdit de détruire ou de prélever. C'est un écosystème qui forme de vastes prairies sous-marines, entre 0 et 40 mètres de profondeur environ. Elle joue de nombreux rôles écologiques. C'est un bioindicateur de la qualité de l'eau. C'est également un écosystème au sein duquel habitent, se développent et se nourrissent de nombreuses espèces. C'est un puits de carbone considérable qui stocke des quantités énormes de dioxyde de carbone, environ 35 fois la capacité de stockage de la forêt équatoriale. Et c'est également un écosystème qui, à la côte, vraiment en bordure du trait de côte, atténue l'énergie des vagues et des houles, et qui du coup permet de lutter contre l'érosion. Il y a énormément d'études qui ont consisté à analyser les surfaces de régulation de l'herbier à l'échelle de la Méditerranée. Donc c'est très variable d'une baie à une autre, selon la fréquentation plaisancière notamment. Mais nous, ce qu'on a pu mettre en évidence à l'échelle de la baie de Calvi, c'est que l'herbier avait régressé d'environ 8 hectares en 6 ans, uniquement lié à la pression d'ancrage. Voilà, donc 8 hectares, ça représente à peu près 13 terrains de foot, ce qui est assez énorme. Et des baies comme le golfe Juan, ça peut être 40 hectares en 4-5 ans, enfin c'est considérable. La destruction, elle est vraiment à double échelle. On fait souvent une comparaison entre grande plaisance et petite plaisance. Donc quand on considère la grande plaisance, donc c'est tout ce qui est le yachting, en général des bateaux supérieurs à 24 mètres. Il faut savoir que cette catégorie de navires a un impact considérable sur la vitesse de vie, notamment lié à la taille de leur ancre. Lorsque ces ancres de gros navires ancrent dans le fond, elles labourent complètement les fonds et elles peuvent complètement m'auto-occulter le fond sur parfois 1 ou 2 mètres d'épaisseur. Mais voilà, quand on sait que la mate de Posidonie est l'écosystème qui stocke cette énorme quantité de dioxyde de carbone à l'échelle de la Méditerranée et mondiale, on peut imaginer que lorsque ces ancres déstructurent la mate, il y a une libération de dioxyde de carbone dans le milieu marin qui va également être dégagée dans l'atmosphère après. Nous avons pu embarquer avec Lovina, Quentin et Greg Lecoeur, un photographe primé par Nat Geo qui était justement là pour prendre des photos de sillons d'ancrage et sensibiliser à l'importance des fonds marins. C'est une trace d'ancrage. D'accord.
qui existe et qu'on suit depuis un moment. Normalement c'est une grosse rage d'ancrage de yacht. Voilà, on va aller faire quelques photos, prises de vue. Là, la vitesse de colonisation de l'herbier est tellement lente, aussi bien horizontalement que verticalement, que à l'échelle d'une vie humaine, l'herbier naturellement ne comble pas une rage d'ancrage faite en une nuit. Il y a justement de nombreuses expérimentations aussi, depuis maintenant 1 ou 2 ans qui sont tentées, donc des restaurations notamment de taches d'ancrage, comme on peut le voir en plongée. Donc le but c'est généralement de prélever des faisceaux flottants ou dérivants, de les replanter au sein de ces taches d'ancrage pour voir s'ils permettent de recoloniser le milieu, ou alors de la restauration passive et tout simplement observer si l'herbier est capable de naturellement recoloniser le milieu. La posidonie croît de 1 cm par an horizontalement lorsqu'elle arrive à croître. Donc voilà, il suffit d'une tâche d'ancrage de 1 mètre sur 1 mètre et elle va devoir mettre 100 ans pour combler cette surface. Ça c'est dans des conditions idéales où il n'y a plus de pression. Mais lorsque la pression continue, forcément elle vient ralentir cette expérimentation de recolonisation. Scientifiquement, il y a de nombreuses avancées, de nombreuses recherches. Et voilà, la sensibilisation, le bouche à oreille, le transfert de connaissances, pour moi c'est la clé de la préservation de tout type d'écosystème et face à tout type de pression d'ailleurs, pas que l'ancrage dans la posidonie, et surtout la jeunesse. Voilà. Je pense que la jeunesse est la clé de demain et si on arrive à leur transmettre ça dès maintenant, ça peut être la solution. Justement, pour faciliter ce transfert de connaissances vers la jeunesse, les chercheurs de Starezo ont développé de nouvelles méthodes de sensibilisation. La réalité virtuelle est un très bon exemple de ces nouvelles techniques. Je peux vous l'envoyer la malle. Elle a un banc de sartre autour d'elle. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a des barracudas? Non, il n'y a pas de barracuda. Ah. Les images, on s'en sert quand on a des stands, notamment quand on fait des expos avec les mairies et tout ça. On a ça pour les enfants, pour les gens, pour leur montrer un peu ce qui se passe sous l'eau. On n'imagine pas ce qu'il peut y avoir sous l'eau à certains endroits. Ah! C'est quoi ça? Ah, c'est un mérou. Non, c'est pas un mérou. C'est un énorme poisson. Normalement un mérou. Récemment, il y a des arrêtés préfectoraux qui sont passés pour justement interdire le mouillage dans la posidonie de ces énormes yachts de plus de 24 mètres. Avec ton œil d'expert, ces arrêtés sont suffisants pour limiter l'impact sur la posidonie. Cet arrêté était une volonté de la préfecture maritime de s'attaquer en premier à la catégorie de navires qui avait le plus d'impact. Cet écosystème se décline sous forme d'arrêtés locaux, départementaux, qui eux valent verbalisation, parce qu'au sein de ces arrêtés, il y a création de zones d'interdiction d'ancrage valables pour les bateaux de plus de 20 ou 24 mètres. Afin de vérifier que ces arrêtés sont respectés, les gendarmes font régulièrement des contrôles sur les mouillages des bateaux. Aujourd'hui, justement, ils passaient à Starezo et nous avons pu en discuter avec eux. Sur la campagne qu'on a commencé depuis le début de la semaine, on a dû contrôler
facilement 70 navires au mouillage. On a eu 4 arrachages. Ce serait bien qu'il n'y en ait aucune. Mais 4, je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à pire. J'essaie d'éduquer les gens. Beaucoup ne connaissent pas, comprennent pas que quand ils partent du port, on ne leur fait pas une information. Ils remontent leur ancre. Certains sont intelligents, ils avancent le navire et remontent l'ancre à l'aplomb, ce qui fait qu'il n'y a aucun arrachage. Et d'autres, c'est une question de facilité, ils appuient sur le bouton et là, ça tire. L'ancre elle va labourer tout le sol marin et ça arrache l'eau. Au-delà d'interdire la pression de mouillage, il fallait aussi offrir une offre de mouillage pour cette catégorie de navires, donc les yachts, mais aussi pour la petite plaisance, pour qui c'est quand même interdit d'ancrer dans la Posidonie. La DIRM a créé un appel à projet en 2019 pour promouvoir la création de réseaux de bouées sur lesquels vont pouvoir venir s'amarrer tous les bateaux qui n'auront plus cet impact via leur ancre sur les fonds. J'imagine que pour l'instant ça ne peut pas encore supporter toute la flotte de navires typiquement en Corse. Non, pour l'instant il n'y a pas encore assez de bouées de mis à disposition. Après il n'y a pas forcément assez d'espace aussi où mettre en place ces zones de mouillage. Santa Manza est un endroit où ces coffres ont été installés. Et pour cause, 10% des herbiers y ont été détruits en quelques années. Ces caissons d'amarrage nourrissent donc beaucoup d'espoir. Nous sommes le dimanche 20 août. Nous voilà de retour dans le présent et nous allons mouiller ici pour notre dernière soirée avant l'arrivée à Porto Vecchio. C'est un truc un peu actif entre guillemets, c'est toi qui crée cette force. Tu sais que si t'es pas là en train d'ajuster tes voiles, le bateau va pas avancer quoi. C'est vraiment toi qui est acteur de ton avancée. C'est toujours différent et en même temps tu tournes quand même autour de quelques activités quoi. Tu fais à manger, tu barres, tu lisses les voiles. Il n'y a pas grand chose d'autre en réalité, le monde il est simple, quand tu vas te baigner et tu vois des poissons et voilà, et t'espères voir une baleine que tu verras jamais. C'est pas facile parce que t'as pas beaucoup de confort, mais en même temps c'est relativement simple en fait. Ce qui me marque le plus, c'est le fait que tu sois assez connecté au territoire que tu traverses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu prévois ta journée, tu vas regarder une carte, tu vas te dire ok, je vais aller de là à là. Et donc tu vas prendre le temps de faire cette distance. Donc tu t'intéresses un peu au lieu que tu traverses et tu prends vraiment conscience de sa taille, quoi. Tu te rends compte à quel point le monde est grand, quoi. Si tu veux traverser la Corse, il t'en faut pour des jours et des jours, alors que quand tu regardes la Corse sur la carte du monde, c'est tout petit, tu vois. Sur un voilier, tu as l'impression un petit peu de remonter le temps. C'est comme si tu revenais à des choses beaucoup plus traditionnelles et puis ouais, t'es soumis aux éléments, t'as l'impression d'être plus proche de la nature parce que tu fonctionnes de la même manière, je sais pas moi, qu'un dauphin dans l'eau. Enfin ouais, tu profites vraiment quoi. T'as pas de frontières. T'es beaucoup plus proche de la nature. Après 3 semaines de navigation, Porto Vecchio est enfin en vue. Ça c'est l'application Donia dont on nous a parlé à Star Réseau. On va l'utiliser pour notre dernier mouillage vers Porto Vecchio. Là on voit le bateau. Et en vert il y a la Posidonie, en jaune le sable. Et ça, voilà, ça aide à trouver des endroits où mouiller sans arracher les herbiers. On est arrivé à bon port et on jette l'ancre pour la dernière fois du voyage. Je vais vous présenter le secret de leur gym. C'est le dernier membre de l'équipage, le meilleur barreur. Vous allez rencontrer L'épée de Gryffondor. encore mieux Arthur, notre pilote automatique. Il est très doué. Adrien peut témoigner qu'il est arrivé à 6 nœuds. C'est lui qui détient le record de vitesse du navire quand même. Bravo Arthur. Merci d'être là. Ouais, je reviendrai là, c'est sûr. Je pense que je me suis rendu compte quand même que je préfère les bateaux un peu plus gros où il y a un peu plus de place.
juste parce que je suis super maladroit et que j'ai tendance à un peu tout casser quand il n'y a pas de place. Et je m'accroche un peu n'importe comment. Quand t'as plein de voiles et que t'as toujours des petits ajustements à faire partout, je trouve ça encore un peu plus passionnant de l'aventure. Mais ouais, même sur un truc comme ça, je revoyagerai à la voile. Je revoyagerai à la voile et j'essaierai peut-être un voyage à la voile un petit peu plus... un peu plus sportif pour le coup. Peut-être quelque chose d'un peu plus long, avec des conditions un peu plus... Ouais. Essayer d'être tout le temps sur le qui-vive et tout ça. Oui, c'est sûr. Je sais pas quand, je sais pas dans quelles circonstances. C'est un mode de transport qui est assez beau et qui permet d'aller loin. J'aimerais bien aller loin à la voile. Mais voilà, il faudra un projet sur un long moment où tu es avec ton bateau, tu es avec des gens que tu aimes bien et tu voyages comme ça loin avec. Ce serait beau. On a mouillé à quelques kilomètres de Porto Vecchio, dans un étrange cimetière de bateaux. Ça c'est l'orage de jeudi ça ? Oui, oui. Ça c'est récent ça. Regardez, on le voit à la forme de la vitre avant. C'est le modèle 2022. On met pied à terre pour visiter la ville, mais on va le faire à notre manière. Les aventuriers de Koh-Lanta sont arrivés sur l'île. Faut savoir lire les cartes. C'est un enseignement du voyage, faut savoir lire les cartes. Là, ce que vous voyez, c'est de la boue. Choix 1, je saute dans la fosse au crocodile. Voilà, affublé d'un nouveau bolide. Voyager, c'est aussi prendre des risques. Ça, J'ai l'impression d'avoir un enfant. Bon, c'est le travelling final de Pantalassa, je vous laisse partir au loin dans le coucher de soleil en caddie. Est-ce que c'est ça le voyage alternatif dont on parle autant? C'est un mode de transport bas carbone. Voilà. On parle du vélo, on parle du kayak. Qui parle du caddie? C'est ainsi que se termine l'aventure pour Pablo. C'est que ça se passe pas très bien depuis ça. Allez, du cannabis. Ici, il semblerait que les gagnants du loto aient plutôt choisi d'acheter d'énormes jet skis pour aller apprendre à en faire avec Jean-Baptiste Botti, l'octuple champion du monde. On va parler de cette culture de la jet set avec Marine Bonavita, une jeune engagée pour l'écologie. Je suis étudiante à Sciences Po Aix en dernière année et en Master 2 à l'Institut catholique de Paris en politique environnementale. Puis l'année 2021, conseillère à l'Assemblée Agea Juventud, qui est l'Assemblée des jeunes, et fait partie du groupe Abene Giusto e Resilient, qui a pour but de défendre les questions sociales et écologiques au sein des institutions politiques en Corse. C'est quoi le rôle concrètement de l'Assemblée des jeunes? Il y a d'une part le fait qu'on siège au sein de l'hémicycle de l'Assemblée de Corse 3 fois par an de manière ordinaire et 1 à 2 fois par an de manière extraordinaire si on doit développer un sujet en particulier. Ça permet en fait de réaliser des questions orales, donc on va s'adresser au conseil exécutif, on va demander où en sont des politiques qui devaient être mises en place, etc. Ensuite on a le travail avec les motions, donc le but c'est de faire des propositions. C'est quand même un petit pouvoir que les jeunes peuvent avoir, c'est quand même une institution qui est unique. On est un organe consultatif, ça peut ne pas être pris en compte, en fait il n'y a pas forcément d'obligation de la part de l'Assemblée de Corse. C'est sûr que c'est un petit peu dommage. Récemment, vous avez interpellé donc l'Assemblée de Corse sur l'installation de caissons d'amarrage pour les super yachts à l'extérieur du port d'Ajaccio. Pourquoi ça pose problème? Alors, en Corse, on fonctionne au fioul lourd grâce à la centrale Tuvat et au fioul léger à Luciane. Ça fait des années qu'on doit construire une autre centrale qui devrait être alimentée en gaz naturel liquéfié qui serait, je crois, venu d'Italie. On n'aurait jamais notre transition écologique, si on peut appeler la transition écologique le passage du fioul lourd au gaz naturel liquéfié. Parce qu'en fait, ces caissons d'amarrage pourraient accueillir des bateaux de plus de 60 mètres, vu qu'ils sont très grands et qu'ils sont très espacés, donc ils prendraient beaucoup de place.
Ça a été avoué par la préfecture que c'est avéré que ça empêcherait la connexion au gaz naturel. C'est quand même aberrant d'empêcher la Corse d'engager sa transition écologique à cause de 9 ou 10 bateaux de 60 mètres qui n'auraient aucun intérêt pour la Corse ou les Corses. Il faut qu'on change, qu'on ne peut pas continuer à être le seul territoire avec les fuels lourds et légers, que ce soit en France ou même en Europe. Si les caissons d'amarrage semblent être une solution pragmatique au problème de l'arrachage de la Posidonie, il ne faut en réalité que déplacer le problème. C'est bien la présence même de tous ces yachts qui est néfaste pour la Corse et une solution véritablement efficace doit être beaucoup plus profonde. Il suffit de se balader l'été dans les ports de Corse pour réaliser que des yachts, il y en a partout. C'est sûr qu'à Ajaccio, La Palme, on est je crois 287 bateaux de croisière sur tout l'été. Donc c'est genre un record et le problème c'est que c'est un record chaque année. En fait, on accueille toujours plus de bateaux de croisière, toujours plus de méga yachts et au détriment de la population. Ils font vivre pratiquement personne sur le territoire. Ça leur envoie des particules fines. Ils vont des fois se mettre dans la Posidonie. Quand il y a une énorme encre qui vient enlever toutes les racines qui ont mis des centaines d'années à pousser, c'est pas fait par des personnes qui ont un revenu je dirais normal. Ce n'est pas normal d'accueillir toujours plus de yachts, de méga-yachts et de bateaux de croisière, en tout cas sur une île qui est fait 345 000 habitants à l'année. C'est pas possible. Les ports ne sont pas dimensionnés pour accueillir autant de bateaux. Le tourisme de luxe et le tourisme de masse doivent arrêter d'être le premier, en tout cas 33% du PIB de la Corse. Il faut que la Corse se diversifie un petit peu pour justement ne pas dépendre de ce tourisme-là. Tu penses qu'à terme, la collectivité serait en mesure de privilégier un tourisme plus durable ? Alors, les questions sont concrètement sur la table. De toute façon, on parle de transition écologique. C'est bien que ces sujets émergent. On devrait aller beaucoup plus loin. Mais bon, l'engagement, il doit se faire à toutes les échelles, que ce soit les communautés de communes, les comités d'agglo, les communes, la collectivité. On doit tous se remettre en question et se dire il faut inventer un nouveau modèle. Je pense que ce sera nécessaire parce qu'on en voit toutes les limites. Je pense que cet été, que ce soit en termes de déchets, en termes de chaleur, en termes de consommation d'eau, on ne peut plus fonctionner comme ça. Si je prends l'exemple de l'eau, une île de base qui a énormément de ressources en eau, se voit en restriction tous les étés. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, dans quelques années, quand on aura des problèmes bien plus importants du réchauffement climatique, voilà, c'est des questions qu'il faut anticiper. Il faut anticiper et s'adapter. On est dans les villages, des fois, à l'horizon 2100, à plus de 70 jours de chaleur mortelle. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut plus respirer. Les étés là qu'on a connus, qui étaient déjà extrêmement chauds. On a eu en plus l'orage qui a fait des personnes malheureusement qui sont décédées, mais en plus des dégâts matériels immenses. Ça se voit qu'on n'est pas du tout préparé à des événements extrêmes qui au final vont devenir la norme. Il va falloir commencer à penser long terme et adapter le territoire. Quand on voit que encore c'est des questions qui émergent à peine et voilà, que j'ai l'impression que pas tout le monde a conscience, ça me fait un petit peu peur parce qu'on va penser l'adaptation dans 10 ans alors que dans 10 ans il sera déjà trop tard pour penser l'adaptation. C'est maintenant, c'est dans les 2 années qui arrivent qu'il faut faire ça. La sobriété sera indispensable et il faut petit à petit se remettre en question, notamment les personnes qui ont le plus de moyens parce que tu as plus d'argent, tu pollues plus parce que tu consommes plus. Un changement de société ou plus de sobriété font parfois peur, alors qu'ils peuvent être désirables et gratifiants. D'un point de vue politique, il serait bénéfique à tous d'arrêter d'accueillir ces géants destructeurs. Et d'un point de vue individuel, le rêve de devenir millionnaire pour boire du champagne sur son yacht à Santa Manza est-il encore d'actualité ? Ne serait-on pas plus heureux en aspirant à une vie plus abordable et plus simple ? Les personnes que je peux suivre qui justement ont pris conscience et ont changé leur méthode de voyage se découvrent eux-mêmes, découvrent de nouvelles choses et je pense que ça marque un petit peu à vie.
C'est la fin de notre périple. Paul, Flaubert et Olivier, qui viennent de terminer le GR20, nous rejoignent au port de Porto Vecchio. C'est l'occasion d'avoir une réflexion finale sur l'avenir du tourisme en Corse, surtout au regard des orages qui nous ont bien secoués durant toute l'aventure. On a dû avoir 8-9 orages à traverser. Oui. On a pris l'eau une fois. Du coup, la tente est devenue un bateau. C'était que sur Lord Jim, au milieu de la nuit. La tente, elle prend l'eau, mais mon bateau. Ah bah la tente non plus, on flottait. On prenait l'eau un peu quand même. Dans le port de Portugal, une grosse trompe d'eau et gros vent. Donc on avait tout rentré à l'intérieur, on était rentrés pour barricader. Et les Génois se déroulaient, se déchiraient dans le port. J'appelle toute ma famille à quel point il est possible de les joindre. En fait, il y a une coupure de courant, une coupure de réseau et en gros, ce qui s'est passé, c'était comme un ouragan, quoi. Tout est devenu tout noir d'un coup, toutes les voitures au milieu de la route, des arbres qui tombaient. Ah non, c'était extrêmement impressionnant. Et nous, on peut dire qu'on est passé entre les gouttes. On a des vents de 100 km/h, de 120 km/h. C'est plus proche de l'ouragan que de l'orage. D'ailleurs, tu vois dans les faits, parmi les 5000 personnes qui se retrouvent dans les gymnases. Il y a 200 bateaux qui ont coulé entre Saint-Florent et voilà, c'est 200 bateaux qui ont coulé. Les marins, c'est inimaginable. Méditerranée. Je pense que c'est vraiment un phénomène exceptionnel. Exceptionnel, mais qui est peut-être voué à se reproduire. Des événements extrêmes, des événements comme ça qui se multiplient, qui deviennent plus intenses, dans des zones où ils n'avaient pas l'habitude d'arriver. Et c'est lié aussi à d'autres choses comme les canicules marines. On a vu qu'il y en avait une grosse en juillet là, qui a frappé la Méditerranée aussi. Donc il y a des chaleurs qui s'accumulent partout et qui créent ce genre d'événement. Ça va très vite, c'est déjà en train de se passer. Ça a créé beaucoup de dégâts dans l'industrie touristique, en tout cas à Calvi. Je suis curieux de voir dans quel état sera Calvi quand je rentrerai. Entre les arbres qui sont tombés, les bateaux qui sont couchés, qui sont coulés, les gérants de camping de Calvi demandaient de pouvoir construire des habitats en dur, à moins de 50 mètres de la mer, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire actuellement. Et Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dit qu'il allait proposer ça. On verra peut-être une modification de la loi littorale et qui n'ira pas forcément dans le bon sens de l'environnement. Il faut réfléchir aussi au fait que ça s'est passé à 8h, 8h30, que probablement à 9h, 9h30, il y avait des départs de bateaux vers Scandola remplis de, je sais pas, ça peut aller jusqu'à 60 personnes, un bateau comme ça qui coule. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment plus dramatique. C'est un problème au niveau de la fréquentation, que ce soit dans la pinède ou en mer sur ces bateaux-là. L'heure du départ a sonné. Lord Jim doit rejoindre son port d'attache à Calvi, escorté par Maël, Pablo et Jean. Flaubert, Paul, Olivier et moi, on rentre sur le continent en ferry, avec nos kayaks qui fuient. Il existe d'autres moyens de faire sa traversée de manière plus sobre. Malgré la volonté de zéro carbone qu'on avait au début, les contraintes du tournage et de nos modes de vie nous amènent à cette incohérence. Souvent, l'impact nul est d'ailleurs impossible. À l'échelle de la société, on pourra difficilement se passer complètement des moyens de transport mécanisés dans un futur proche. C'est en explorant des modes de voyage alternatifs, en repensant notre rapport au temps, que nous évoluerons vers un futur désirable. Voyager, c'est survivre. Depuis le pont du ferry, on regarde le bateau et les montagnes du GR20 s'éloigner. Nous avons beaucoup appris lors de ce mois d'août et nous savons désormais que l'essence de Pantalassas n'est pas de faire du kayak, du voilier ou de la randonnée. Car voyager représente bien plus que ça. Voyager, c'est accepter l'inattendu. C'est s'ouvrir aux spécificités du territoire et à ses habitants. C'est faire des rencontres. C'est créer sa propre expérience en dehors des sentiers battus. C'est surtout prendre le temps. Voyager, c'est apprendre à s'émerveiller. C'est s'intéresser à son impact, en prendre conscience et parfois savoir s'abstenir.